Salut tout le monde, petite introduction très courte pour m'excuser d'avoir mis tant de temps à sortir cette vidéo qui devait sortir mercredi et qui ne sort que maintenant. C'est assez terrible. J'ai eu effectivement beaucoup de petits imprévus tout au long de la semaine qui ont fait que le montage a pris beaucoup de retard, surtout qu'il était très long, parce que comme vous pouvez le voir c'est une vidéo qui est très longue. J'espère quand même qu'elle vous plaira et on se retrouve tout de même mercredi, donc très rapidement pour une prochaine critique. Bonne vidéo! Oui je sais, je parle du nez, je renifle. Je suis un petit peu malade et je m'en excuse. Ça me fait pas plus plaisir qu'à vous. Mais allez, on y va, on se motive. Générique! Les chroniques du lombric. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite critique qui ne sera pas cette fois consacrée à un seul film, mais à 4. Effectivement, on inaugure ce nouveau petit concept sur la chaîne qui s'appellera VRAC. Allez, je me suis creusé l'esprit pour celui-là. Dans lequel on reviendra sur plusieurs films sur lesquels j'ai pas assez de choses à dire pour en faire une critique complète, ou alors qui sont sortis depuis trop longtemps et qui du coup sont plus forcément à l'affiche, ou quasiment plus. On va imbriquer tous ces films-là en une seule vidéo, et ça va être super. Vous pouvez retrouver la liste de tous les films dont je vais parler aujourd'hui dans la description, avec des petits timecodes. J'ai chapitré un peu le tout, comme ça vous pouvez aller d'une critique à une autre, regardez celle qui vous intéresse. Et puis bah nous on va commencer, parce que bah non, le temps filoche et il faut y aller. On va commencer par le film Le Rêve américain, réalisé par Anthony Marciano et sorti le 18 février dernier. Donc lui pour le coup vous le trouverez probablement plus en cinéma. Le film raconte l'histoire vraie de Bouna et Jérémy, qui sont deux jeunes hommes français qui veulent devenir agents de joueurs de basketball, c'est-à-dire les suivre sur leur saison, les faire signer avec des grands clubs, tout ça. Sauf que petit problème, ils sont en France et en banlieue. Et eux, bah, ils rêvent de devenir agents de joueurs de NBA aux États-Unis, vraiment le summum. Et du coup le film va retracer un peu leur quête de gloire et de réussite. Et c'était vraiment très très bien pour le coup. Faut savoir que moi le sport c'est pas du tout mon truc. Ça se voit. Je suis vraiment pas du tout dans le sport, ça ne m'intéresse pas. J'ai essayé de m'y intéresser mais ça ne m'intéresse pas. Laissez-moi avec mon cinéma et mes Lego et je suis très heureux. Mais forcé d'admettre que bah, le film m'a vraiment beaucoup intéressé. Et j'y suis allé sans savoir que c'était une histoire vraie, sans connaître vraiment le basket, j'en connais que vite fait les règles et faut dribbler quoi, mais je connais grosso merdo rien. Et le film a été vraiment hyper accessible. Il est vraiment accessible pour tout le monde, il te laisse pas au bord de la route si tu connais pas les trucs du sport et du basket. Il prend vraiment le temps de tout expliquer, de retracer vraiment tout ce que tu as à savoir en fait. Et c'était vraiment très très cool parce que pour quelqu'un comme moi de complètement ignorant, bah, j'ai vraiment tout compris. Et j'étais vraiment à fond dedans du début à la fin et c'était vraiment super. Et ça m'a... alors, je me suis pas intéressé après au basketball et je ne suis pas devenu fan de basketball et, pour autant. Mais vraiment sur le moment j'étais vraiment à fond et c'était vraiment super. Ça a été parfaitement traité. Puis ouais, ça prend bien le temps de t'expliquer ce que tu as à savoir. Pas comme d'autres films qui des fois, quand t'as pas les notions, te laissent vraiment sur le bord de la route comme un chiot au début du mois de juillet. Donc voilà, là c'était vraiment très chouette et accessible et c'était vraiment très cool. Et les performances de Raphaël Quenard et Jean-Pascal Zadi sont vraiment très très bonnes. Les personnages sont très attachants et très définis. Et ils ont une alchimie qui fonctionne extrêmement bien. Voilà, c'est la phrase que j'ai l'impression que si je la dis pas dans une critique, je vais exploser. Non, les personnages sont vraiment très réussis et très attachants et fonctionnent très bien. Et on a envie de suivre leur histoire et on a envie de les voir réussir. Et quand on les voit échouer, parce qu'évidemment il y a plusieurs moments où ils échouent, ou comme ils sont nouveaux dans le milieu, ils se font un peu niquer, hein, les gens qui sont plus expérimentés vont un peu les exploiter et leur faire des coups bas et des coups en douce. Et quand on les voit échouer, on est triste, on a envie qu'ils se relèvent, et quand on les voit réussir à se relever, c'est magnifique. Enfin bref, c'était vraiment super, c'était vraiment hyper intéressant à suivre et c'était vraiment génial. Leur côté loser, mais quand même hyper débrouillard, est vraiment super à suivre aussi, parce qu'il y a vraiment, ils partent de rien. Mais c'est-à-dire de rien, c'est-à-dire que vraiment ils ont leur bureau, ils sont genre derrière, genre c'est quoi, c'est une entreprise, c'est un truc de textile je crois, c'est genre une couturerie, ça se dit couturerie, je crois pas, je crois que ça n'existe pas ce que je dis, hein. Bref, c'est vraiment, ils partent de rien et ils ont une débrouillardise qui est vraiment, bah ça méritait d'être raconté quoi, c'est vraiment
c'est vraiment top, tip top, méga, top délire méga groove, wouh. Et voilà, et quand on apprend que c'est une histoire vraie, c'est vraiment ça forge une sorte de respect, c'est vrai quand même. La réalisation quant à elle, elle est assez sobre, assez tranquille, mais il y a quand même des trucs, des passages et des plans qui essayent vraiment de faire quelque chose et qui sont vraiment très cool. Il y a un plan notamment qui m'est vraiment resté en tête, c'est un plan séquence, donc ça veut dire un plan très long globalement, où on coupe pas la caméra, vraiment c'est un seul plan filmé qui est très long, et où en fait la caméra tourne sur elle-même, et on est à une sorte de gala de récompense, et la caméra en fait elle est dans les gradins du public, et donc elle est d'abord face à Bouna et Jérémy, et en fait elle va commencer à tourner sur elle-même, et donc elle va faire un tour sur elle-même, elle va arriver sur la scène où on voit du coup le mec qui annonce les résultats, et la caméra va continuer son mouvement, le mouvement s'arrête jamais, et elle va continuer son mouvement pour revenir sur Bouna et Jérémy qui réagissent à ce qui vient d'être dit, puis la caméra elle repart sur la scène où il y a une nouvelle annonce, puis elle revient sur eux où on les voit réagir, et ça dure comme ça pendant... Ouais, elle doit faire 3-4 tours sur elle-même, et j'ai trouvé ça très beau et très bien géré, et très inventif et hyper immersif. Enfin, c'était vraiment ça, j'ai trouvé que c'était un plan qui était sublime. J'ai beaucoup apprécié ce plan, j'adore les plans séquences, c'est mon péché mignon, je l'avoue, c'est mon truc qui me fait péter mon crâne. Donc là j'étais dans la salle, j'étais en mode oh c'est beau, j'aime beaucoup. En plus il y a du mouvement, il y a de la mise au point, il y a de la mise en scène, j'adore. Voilà, la réalisation elle reste simple mais cool et efficace. Il y a des bons moments, il y a des bons moments aussi de comédie, des bonnes répliques, des bons tout ça qui sont assez chouettes, donc voilà, c'était plutôt cool. Si je devais quand même parler de petits points négatifs, le principal que j'ai, on va dire, c'est que on fait que de nous dire qu'ils sont fauchés, qu'ils sont pauvres, qu'ils n'ont pas un rond, qu'ils sont endettés de chez endettés, de chez endettés, de chez endettés, mais le film le laisse pas vraiment transparaître. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une scène où on dit on est endetté, c'est la merde, on est à moins tel, puis la scène d'après, ils vont être à une soirée en train de dépenser à fond, genre en mode let's go quoi. Et puis la scène d'après, ils vont dire putain on a déconné, on est hyper endetté. Puis la scène d'après, ils vont redépenser à fond. Voilà, on sent pas vraiment la pauvreté qu'ils ont, on la sent sur juste certains aspects. Quand on voit, il y a un moment où on voit l'appart de Raphaël Quenard, de Jérémy, qui vit en coloc, et qui est un petit peu mal rangé, mais bon voilà. Et la voiture de Raphaël Quenard qui est un petit Audi quoi. Mais sinon, on ressent pas vraiment leur côté fauché et pauvreté. Et ça devient un peu gênant quand on voit que Bouna par exemple, dans le film, il est avec sa copine, qui arrête pas de dire voilà merci, grâce à toi on arrive à avoir un salaire pour vivre, mais on sait pas concrètement quel métier est fait, sauf erreur de ma part. Et au fur et à mesure du film, ils ont 2 gosses. Sauf que comme on n'arrête pas de nous dire qu'ils sont à la limite d'être à la rue, on voit pas comment ça influence sur leur famille en fait, comment ça impacte leur famille et ce qu'ils essaient de construire en fait concrètement, parce que du coup au fur et à mesure du film, donc ils ont 2 enfants, tout ça, et on voit pas comment ça peut être la galère à la maison, comment ça influence sur leur vie en fait, on voit que leur combat pour leur quête de gloire et de reconnaissance, mais on voit pas des moments qui pourraient être un peu plus tristes et durs sur la vie qui est difficile, mais on reste positif et on va y arriver, on va s'en sortir, tout ça, des potentielles tensions qui pourraient naître avec ça. Et lié à ce problème-là aussi, donc on sait que pour Jean-Pascal Zadi, il a sa femme qui travaille et qui du coup ramène un salaire, mais Raphaël Quenard, il vit seul. Au début, il est en coloc, mais après, il est plus en coloc. Il vit seul, mais ils peuvent pas se verser le loyer, enfin de salaire, pardon. Et pendant tout un moment du film, on se demande comment il peut garder son appart du coup. Parce qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'ils ont déjà tout investi, tout ce qu'ils avaient de côté, tout ça, mais bon. Donc voilà, il y a des trucs un petit peu flous comme ça par rapport à l'argent, et on a du mal à se rendre compte qu'ils sont vraiment fauchés. On n'arrête pas de nous le dire, mais on le voit jamais vraiment. Donc voilà, c'est le petit défaut que j'aurais à dire au film, c'est qu'on se rend pas vraiment compte de ça, et c'est dommage parce que c'est un des trucs principaux du film et qui montre, qui est un des enjeux principaux de merde. Là, la société va falloir qu'elle soit en redressement, c'est un peu la merdasse, on sait pas trop comment on va faire, on peut pas se payer, on peut pas payer les employés, on peut pas tout ça, c'est la merde. Donc voilà, donc c'est un peu dommage. Mais à part ça, le film était vraiment très cool, il était vraiment très bon, j'ai vraiment beaucoup apprécié, et je m'attendais pas à autant l'apprécier, puisque c'est
film de basketball et de sport, c'est pas du tout ma cam. Mais voilà, le film, je peux que vous encourager à le voir quand vous aurez l'occasion, parce qu'il est plus au ciné. Mais voilà, le film était très chouette, c'est un petit film un peu feel good, avec de bonnes blagues et vraiment une belle histoire à suivre qui est pleine de rebondissements. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller Le Rêve américain d'Anthony Marciano. Le deuxième film dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est La Maison des Femmes, réalisé par Mélissa Godet et sorti le 4 mars dernier. Le film raconte l'histoire vraie de l'organisme de la Maison des Femmes, qui existe vraiment dans le vrai monde réel de la réalité véritable, et qui a pour but d'accompagner et d'aider à se reconstruire des femmes qui ont subi des violences, des viols, des traumatismes assez graves et assez sévères. Et avec l'aide donc de médecins et de psychologues, le but est de les aider, de les accompagner dans leur reconstruction. C'est très très important comme organisme. Et du coup, si vous connaissez ou êtes victime ou êtes témoin de ce genre de violence et de tout ça, n'hésitez pas à les contacter. C'est vraiment important. Les vies sont importantes, donc restez en vie s'il vous plaît. Ça me fera, comme ça vous pourrez continuer à regarder mes vidéos et ça me fera toujours plus de vues. Horrible. Comment foirer ton message, affreux. Et donc le film se passe en 2019, à un moment où la Maison des Femmes était encore un projet à l'essai, et que à ce moment-là, en termes de subventions et de tout ça, ça devient un peu compliqué, et il est question de, à moyen terme, fermer en fait cet organisme. Et du coup, ça va être le combat de toutes ces femmes qui participent à cette Maison des Femmes, qui vont essayer de la rendre indispensable pour que elle soit sauvegardée et que ce combat qui est crucial et très très important puisse continuer et survivre. C'est un film qui est très très dur, non pas dans ce qu'il montre, c'est pas un film gore ou quoi que ce soit, mais dans ce qu'il raconte. Parce qu'en fait le film il va avoir deux histoires parallèles, on va dire. Il y a tout l'arc des soignantes, de tout ça qui se battent pour sauvegarder du coup la Maison des Femmes, qui vont essayer de trouver des actionnaires, des subventions, tout ça, comment ça influe sur leur vie à elles, tout ça, et leurs arcs respectifs. Et à côté de ça, on va avoir plusieurs patientes qu'on va suivre, et dont on va apprendre l'histoire, et dont on va suivre la reconstruction, qui fonctionne ou pas, tout ça. Et c'est ces moments-là, quand on suit les patientes, où il y a des scènes qui vraiment prennent aux tripes très fort dans ce qu'elles racontent. Surtout que c'est des histoires qui sont inspirées de faits réels et de vraies histoires, et de savoir que du coup c'est réel, que c'est vraiment arrivé, ça fait... Ouais, ça prend aux tripes. C'est filmé de manière assez intelligente, c'est-à-dire que ça va être des plans de face qui vont être très longs, des plans séquences concrètement, où il n'y a pas de cut, où le plan est fixe, on reste sur la personne qui raconte. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est extrêmement immersif. Les actrices sont toutes excellentes, mais vraiment excellentes, parce que c'est... Waouh, c'est lourd, ce qu'elle raconte, c'est lourd. Et en tant que spectateur, à se prendre dans la face avec ce jeu d'acteur où on a vraiment l'impression qu'il aurait vraiment arrivé ce qu'elle raconte, c'est poignant, c'est assez waouh, c'est un film où on n'en ressort pas complètement indemne quoi, c'est vraiment waouh, ça... Dans les histoires qui sont racontées, il y a des choses qui sont vraiment horribles et qui sont, voilà, donc âme sensible, s'abstenir. Si vous pouvez facilement être choqué par des propos comme ça et des récits de ce genre, voilà, vous êtes prévenus, il y en a quelques-uns dedans, et ça, voilà, il y a des thématiques fortes qui sont abordées, les violences conjugales, la mort, la mutilation, le viol, c'est des thèmes qui sont assez durs et qui sont traités de manière très frontale, et voilà, donc vous êtes prévenus, mais ça fonctionne très bien dans la façon dont c'est amené, dans la façon dont c'est géré, dans le jeu, je le redis, mais le jeu d'acteur est incroyable, vraiment il est irréprochable, j'ai absolument rien à redire dessus, c'était waouh. Il y a beaucoup de personnages au sein de cet organisme, notamment dans les soignants, mais on n'en suit réellement que 4-5, qui vont avoir des arcs qu'on va suivre en dehors de l'hôpital, qui vont avoir leurs histoires personnelles, leurs relations, leur évolution au fur et à mesure du film, qui sont tous des personnages très intéressants et qui ont des parcours qui sont chouettes à suivre, et des dilemmes moraux qui sont vraiment, vraiment intéressants à regarder. Et pour les autres, ils sont un peu plus anecdotiques,
Ils vont avoir des... Voilà, ils sont là dans les scènes de groupe ou dans certaines scènes où on les voit accompagner des patientes. Mais c'est pas... Voilà, elles ont pas d'arc, elles sont pas... Voilà, on connaît pas tous leurs prénoms, tout ça. Mais néanmoins, le film a l'intelligence de toutes leur donner une personnalité qui leur est propre. Ou en tout cas quelque chose qui les définit. Ce qui fait que dès qu'on les voit à l'écran, on sait parfaitement qui est qui fait quoi, qui s'occupe de quoi. Et ah oui, tel personnage, c'est vrai qu'elle a telle personnalité et tout ça. Et c'est vraiment très bien pour le coup, parce que on n'est pas enseveli sous tout un tas de personnages qu'il faut se rappeler, de un tel c'était un tel et machin. Le film est assez bon pour le faire de lui-même, et ça marche plutôt bien quoi. Et même voilà, des personnages dont on connaît pas forcément le nom, ou qu'on ne retient pas en tout cas, et qui sont beaucoup moins importantes et beaucoup plus secondaires, voire tertiaires, bah, quand on les voit à l'écran, on n'a pas de mal à se rappeler qui est qui. Et ça c'est plutôt bien, c'est plutôt très positif. Parce que ça les rend tous du coup d'une certaine manière attachantes et c'est vraiment plutôt super. Et les personnages principaux sont vraiment super aussi. Je suis très positif hein, dans mes critiques, hein, mais ça va pas être le cas sur toute la vidéo. Mais je suis très positif et c'était vraiment c'était très très convaincant et très très cool. Voilà, c'était très chouette et on a envie de suivre leurs histoires et elles apportent un peu de légèreté aussi dans ce film qui est très dur justement. Il y a beaucoup d'humour, d'humour très réaliste en fait, de gens qui ont besoin d'extérioriser, parce que vivre constamment, travailler tous les jours avec des patientes qui ont des fardeaux aussi lourds à porter, ça, il y a besoin de décompresser. Et ça fait, voilà, c'est un film qui sait doser les moments durs avec des moments de décompression, tout en racontant du coup une histoire qui évolue et qui avance bien. Et c'est vraiment très chouette, c'est vraiment très très cool pour le coup. Il y a quand même quelques petits aspects dans l'écriture qui sont un peu prévisibles. On se doute bien que un film comme ça qui montre la dureté du monde réel et d'un organisme comme la Maison des Femmes, il y a certains événements dont on s'attend à ce qu'ils arrivent, même sans connaître l'histoire tout ça, parce que il faut montrer que c'est un monde violent et que c'est très dur en fait. Donc il y a des événements dont on s'attend qu'ils arrivent, donc quand ils arrivent on est en mode oui, et ça peut-être atténue un petit peu l'émotion qu'on pourrait avoir sur des moments comme ça, mais en même temps ça aurait été vraiment un manque que le film ne les fasse pas. Donc je considère pas ça comme un défaut pour autant, mais voilà, c'était essentiel de parler de ça, mais bon, du coup on s'y attend un petit peu. Par contre, il y a quand même des éléments de grosse surprise, notamment, le film se passe en 2019, enfin en tout cas commence en 2019, et il se passe sur un moment, il y a plusieurs mois qui s'écoulent, tout ça. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aux alentours de 2019, il y a eu un certain truc dans le monde qui a un peu touché tout le monde. Donc quand ça arrive, bah putain on l'avait pas vu venir. Et c'est traité de manière très très intelligente parce que ça prend tout le monde de surprise. Enfin ça prend le spectateur de surprise, tout comme on a tous été pris de surprise à ce moment-là dans le monde quoi. Donc c'était vraiment très très intelligent et ça emmène du coup au climax du film. Donc comme je disais, c'est le moment où l'intensité dramatique est la plus forte et ça, en général ça va être ce qui va être genre la bataille de fin par exemple ou des trucs comme ça. Et donc cet événement là amène au climax du film qui est très très fort et puissant et on est vraiment dedans parce qu'on ressent la dangerosité de ce qui se passe et de tout ça et c'est vraiment très très bien. Pour le coup c'était... Ouais, ça c'était vraiment super et j'ai rien à dire sur la fin et sur le climax, tout ça, c'était vraiment très très prenant et très réussi. Et c'était super, voilà. Donc pour résumer un petit peu, c'est un film qui est très bon, qui est très dur et qui est très fort, qui est peut-être pas pour tout le monde dans les propos abordés, tout ça, ça secoue vraiment, pour être honnête, donc âme sensible s'abstenir on va dire, mais c'est un film qui est très beau et qui peut aider à faire prendre conscience de l'importance d'un organisme tel que la Maison des Femmes et aussi, mais en même temps l'horreur de tant qu'un organisme comme ça existe, c'est qu'il y aura des choses absolument atroces dans le monde et on espère vraiment qu'un jour ça n'aura plus à exister comme organisme parce que ça voudrait dire que le monde sera quand même meilleur. Malheureusement pour l'instant ce n'est pas le cas. Et donc voilà, donc c'est un film qui est assez important pour se rendre compte de tout ça et qui fonctionne très bien. Moi j'ai vraiment passé un très bon moment, je ne peux que vous le recommander. Mais vous ressortirez pas de là en étant mort de rire et en étant en mode « Waouh, j'ai passé une super journée !» hein, c'est un film qui est quand même assez lourd.
Le troisième film dont je vais parler, vous l'attendiez peut-être, du coup c'est The Bride, réalisé par Maggie Gyllenhaal et qui est sorti le 4 mars dernier, comme La Maison des Femmes, qui pareil du coup n'est plus vraiment beaucoup à l'affiche en ce moment, il est sur sa fin de vie, voire il est peut-être même plus du tout à l'affiche, mais je vais en parler quand même parce que j'ai quelques petits trucs à dire. Le film raconte donc l'histoire de Frankenstein qui souffre d'une immense solitude et qui va demander à une docteure de l'aider à ressusciter une femme qui est morte quelque temps avant pour en faire sa fiancée et rompre un petit peu cette solitude qui l'accable. Voilà, c'est un résumé très court, mais j'ai pas envie de trop en dire. Donc voilà, ça conviendra. J'ai pas détesté le film. Je l'ai pas adoré. Je suis dans une sorte d'entre-deux un peu étrange. Il y avait des bonnes choses, il y a des choses qui m'ont fait me poser quelques questions. Voilà. Il y a un aspect assez, j'ai envie de dire spirituel, mais c'est peut-être pas le mot qui correspond le mieux, mais il y a un côté un peu esprit et plus ou moins paranormal, étrange. Enfin, c'est un peu étrange, ouais. Il y a un côté, voilà, il y a un côté des histoires de possession, de tout ça que j'ai pas trouvé forcément hyper à propos dans un film sur Frankenstein et la fiancée de Frankenstein. Et ça m'a fait poser question. Il y a tout un rapport avec Mary Shelley, Shelley, je sais pas comment ça se prononce, qui est l'autrice originale du livre de Frankenstein. Des années 1800 et quelques. Il y a tout un truc avec elle et un rapport avec elle qui est que pareil je trouve un petit peu hors de propos parce que il y a quelque chose en mode ah, c'est le début du film en même temps, donc c'est vraiment la première scène du film, donc c'est pas, on va considérer que c'est pas un spoil, mais en fait tout le film traite le fait que c'est Mary Shelley elle-même qui a pris possession d'une jeune femme, donc de Jessie Buckley, pour en faire la fiancée de Frankenstein. Parce qu'elle nous raconte que j'ai toujours voulu, en fait j'écrivais mon bouquin mais je voulais pas qu'il ressemble à ça, moi je voulais vraiment une femme et machin et tout ça, et que c'était vraiment ça que je voulais, et du coup j'ai décidé de prendre les rênes et d'écrire ma propre histoire maintenant, parce que avant j'étais bridé, je pouvais pas écrire ce que je voulais, maintenant je peux, je suis dans l'au-delà et donc je vais faire machin. J'ai pas trop aimé ça, j'ai trouvé que c'était un délire un petit peu trop tiré par les cheveux, et un petit peu hors de propos surtout parce que, sauf erreur de ma part, et je peux me planter, et si je me plante, ce sera écrit sur le côté, vous me connaissez, mais il me semble bien quand même que la fiancée de Frankenstein, elle a été créée bien après la mort de Mary Shelley, et pour le cinéma, pour surfer sur le fait que le film Frankenstein avait très bien marché, et donc il fallait faire des suites, et on a créé le personnage de la fiancée. Mais du coup, le personnage n'a rien à voir avec Mary Shelley elle-même, sauf erreur de ma part, encore une fois. Donc je trouve ça un peu hors de propos de présenter le personnage comme possédé par Mary Shelley qui voulait écrire l'histoire qu'elle voulait raconter, machin, de s'approprier le truc. Enfin, je sais pas, il y a un côté un peu mystique comme ça qui... Parce que du coup Mary Shelley revient à plusieurs moments puisqu'elle possède le personnage. Je sais pas, c'est... J'ai eu du mal à rentrer dedans. J'ai eu du mal à vraiment adhérer à cette idée et à tout ça, et ça... Voilà, je sais pas, il y a eu un truc... J'ai pas... Ouais, ça m'a pas convaincu, vraiment. Le film est quand même très beau, les décors sont très chouettes, j'ai beaucoup aimé les costumes, j'aime beaucoup le maquillage notamment de la fiancée de Frankenstein, puisque ça en fait pas trop en fait. Et je trouve ça bien parce que à côté de ça on a Frankenstein qui lui est bien amoché, c'est assez waouh, il a cher, mais qui fonctionne très bien, hein. Il est très très convaincant et marche très bien. Mais du coup d'avoir cette opposition entre lui qui est vraiment tout déglingué et elle qui est encore très belle, qui a juste globalement le maquillage qu'elle a, c'est
du liquide qui a séché sur son visage, et j'ai trouvé ça très original et très beau. C'était très bien, moi j'ai beaucoup apprécié ce maquillage et ces costumes, et le film il a une esthétique très marquée et qui fonctionne vraiment très bien, et que j'ai trouvé très belle, voilà. Il y a des grosses inspirations encore une fois, notamment Bonnie and Clyde. Le film est Bonnie and Clyde en fait, c'est dans la construction, dans le récit, il y a un côté road movie, il y a tout ça, c'est Bonnie and Clyde. Il n'y a pas de mal à ça, c'est pas un problème de s'inspirer et de reproduire certains motifs et de tout ça, et il n'y a aucun souci là-dessus, j'ai aucun problème, mais là c'était peut-être un peu trop Bonnie and Clyde, ce qui fait que ça en devient prévisible. Quand on connaît l'histoire de Bonnie and Clyde, et qu'on voit leur histoire à eux, et qu'on voit que ça reprend vraiment les grandes étapes de l'histoire de Bonnie and Clyde et tout ça, en fait c'est vraiment plus ou moins vraiment l'histoire de Bonnie and Clyde quoi. Et du coup on sait comment ça va se terminer, on sait où est-ce qu'on va, tout ça. Je trouve ça dommage. Ça en fait trop dans ce côté-là, ce qui fait que ça fait que le film devient prévisible. Et c'est vraiment dommage. C'est un truc qui a fait que je suis un peu sorti du film et que j'avais du mal à être dedans des fois. Il y a le côté mystique et le côté vraiment Bonnie and Clyde que école de cinéma, donc j'ai étudié Bonnie and Clyde, donc du coup je savais vraiment tout ce qui allait se passer, et c'est vraiment dommage parce que ça aurait dû se détacher un peu de ça, et tout en gardant des étapes du récit et le parallèle qui fonctionne bien, mais ça aurait pu quand même se détacher et être un peu plus et dans la construction du récit être un peu plus original quand même, je pense. J'ai alterné en fait entre des moments où j'étais à fond dans le film. Il y a des scènes où j'étais vraiment à fond et qui étaient très réussies, et des scènes où je sortais complètement parce qu'il se passait un truc qui... c'est pas normal, c'est pas logique, et je sortais complètement du film. Concrètement, sans trop spoiler, il y a toute une scène à un moment dans un bar, dans une soirée mondaine, et qui est très chouette, qui est filmée en plan séquence. Oh, vous savez que j'aime ça. Qui est filmée en plan séquence où... je parlerai un peu plus de la réalisation après, mais globalement elle est très bonne. Et Maggie Gyllenhaal a fait vraiment, c'est son premier film, et elle a une réalisation qui est très léchée, et qui est très belle, et qui a vraiment, il y a des idées de mise en scène qui sont très fortes, et ça pour le coup j'ai rien à dire, c'était super. C'était vraiment bravo Maggie. Merci ma couille. Et du coup dans cette scène là, on a tout un plan séquence où on va passer on est focus sur Frankenstein, puis il y a un serveur qui passe dans le cadre et la caméra suit le serveur pour arriver sur la fiancée, et après qui va faire quelque chose et il y a quelqu'un qui va passer dans le cadre et qu'on va suivre la personne pour revenir sur Frankenstein. C'est très beau, j'adore moi ça, les chorégraphies et les plans séquences, moi je kiffe, j'adore ça. Et il se passe un truc et il y a un moment ils se mettent à danser. Pourquoi pas? J'aime bien les comédies musicales, j'aime les scènes de danse, donc pourquoi pas? C'est justifié dans le film qu'ils se mettent à danser, y a pas de problème. Mais un truc qui m'a sorti, c'est que la scène devient un peu Beetlejuice. C'est-à-dire qu'on a Frankenstein et sa fiancée qui commencent à danser, et sans raison aucune, c'est jamais justifié, c'est jamais expliqué. Il y a des gens dans le public, dans les gens qui sont présents à la soirée mondaine, qui vont se mettre à danser, mais vraiment en mode Beetlejuice, c'est-à-dire ils contrôlent pas leurs mouvements, ils sont possédés aussi, et du coup c'est peut-être Mary Shelley qui les possède aussi, mais Mary Shelley est censée être que dans la fiancée, enfin c'est bizarre. Et du coup c'est tout ça en mode, mince qu'est-ce qui se passe, on se met à danser, c'est terrible, au secours. Et ça m'a sorti du coup, alors que j'étais à fond, cette scène là, c'est la scène qui m'a le plus marqué du film, la soirée mondaine et tout ça, il y a des choses qui sont très bien dans cette scène là, des super idées, comme je dis, des plans séquences, et la scène de danse commençait bien, puis quand ils se mettent à danser, je suis sorti en mode, pourquoi ils se mettent à danser les autres? Pourquoi si eux ils peuvent contrôler les personnages autour, pourquoi ils le font pas à d'autres moments dans le film? Pour se sortir de situation, un truc comme ça. Pourquoi ils s'en servent que pour faire danser les gens? Et si c'est Mary Shelley qui le fait, pourquoi Mary Shelley le fait pour faire danser des gens et pas pour sauver ses personnages? Enfin, il y a un côté... Ça m'a sorti du film, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ça pourrait être traité comme une comédie musicale et du coup être un peu surréaliste. Et à ce moment-là, on est dans leur tête et du coup les gens se mettent à danser comme ça spontanément. Mais le fait que les gens ont l'air d'être conscients de danser et qu'ils veulent pas le faire, les gens sont vraiment... Mince, mais mouvement s'agite tout seul. Ça fait que ça marche pas, et du coup, c'est vraiment sort du truc en mode, comment fonctionne cette scène? Comment fonctionne cet univers? What the fuck? Et ça m'a sorti, et c'est dommage, voilà. Et on alterne beaucoup de moments comme ça où j'étais à fond dedans, et puis je suis sorti très vite, et c'est dommage. Il y a des personnages qui sont de bonnes idées, qui ont des bonnes idées d'arc de personnages et de thèmes à porter, mais dans l'exécution, c'est un peu branlant. Concrètement, quand je dis ça, je pense surtout aux deux inspecteurs, donc Penelope Cruz et Peter Skarsgård. Penelope Cruz, c'est l'inspectrice, du coup, dans les années, ça se passe dans les années 30, je crois,
20-30, et qui est pas du tout prise au sérieux parce que c'est une femme et qu'elle est inspectrice de police et que ça se fait pas du tout à ce moment-là. Et du coup son coéquipier Peter Skarsgård, il y a un petit jeu entre eux où lui du coup il se fait passer pour l'inspecteur quand il y a besoin et elle pour la secrétaire, et ça fait de ça, mais elle en a marre, elle veut quand même, voilà, elle veut assumer ses rôles, tout ça, et c'est très bien. Je trouve que c'est un super arc de personnage, c'est cool. Mais ça a pas vraiment de payoff. Payoff, ça veut dire de conclusion, on va dire. Voilà, ça amène pas vraiment de quelque part. Et c'est un peu dommage, parce que du coup, on a presque l'impression que le perso n'évolue pas. C'est dommage pour un arc de personnage intéressant comme ça. C'est con. Et son coéquipier, Peter Skarsgård, il est pas super bien écrit. Concrètement, l'idée du personnage est bien, parce que c'est un flic féministe. Et ça c'est cool. C'est-à-dire que ça fait du bien aussi de voir dans un film féministe comme ça des personnages masculins qui sont féministes. Surtout dans ces années-là. Je sais pas, ça fait du bien, c'est un petit vent de fraîcheur et c'est cool. Et du coup lui il est à fond avec Penelope Cruz. Il veut que Penelope Cruz soit promue, qu'elle soit prise au sérieux, qu'elle tout ça, et c'est cool, et c'est vraiment un personnage très chouette. Mais son arc, enfin c'est très bizarre. Il y a une histoire de, en fait, il est corrompu, mais en fait non, mais en fait oui, mais en fait non, et puis il a un lien avec The Bride, mais en fait oui, mais en fait non. Enfin, les infos autour de ce personnage sont distillées de manière très étrange, et je sais pas, j'ai pas tout compris, c'était assez flou en fait. Et on sait pas trop sur quel pied danser du coup, parce que est-ce qu'on le considère comme un gentil, comme un méchant, comme un truc, enfin je sais pas, c'est un personnage qui est très flou, et ça a été, voilà, c'est un peu compliqué de rattacher tous les wagons avec ce personnage. Et c'est dommage, parce que du coup les deux inspecteurs au final, bah les deux en fait on n'est pas très satisfait de leur personnage à la fin. Parce qu'il y en a un qui est flou et l'autre qui a pas de conclusion, et qu'on a l'impression qu'elle a pas d'évolution du coup. C'est dommage, parce que bah, c'est le personnage qu'on a suivi pendant une grosse partie du film et qui était super intéressant et qui est ça, c'est... Voilà, et il y a ça sur beaucoup d'aspects du film. Et c'est un peu couillon. Parce que ça aurait pu être amené plus loin. Pareil, il y a toute une histoire de révolution. Je reste flou volontairement, mais il y a toute une histoire de révolution à un moment dans le film. Mais c'est traité que dans 3 ou 4 scènes, vite fait, et qui sont genre des plans. C'est 3 ou 4 plans. Mais on n'a jamais les tenants, les aboutissants. C'est pas... Enfin, c'est pareil, c'est assez flou. On connaît pas trop les motivations. Qu'est-ce que les gens qui sont dans cette révolution font concrètement, contre quoi ils se battent, quelles actions ils font, quelles conséquences ça a sur le monde. On te dit juste, ouais, il s'est passé ça et du coup ça a lancé une révolution. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça apporte, tout ça. Et donc voilà, il y a plein d'idées sympas mais qui vont pas au bout, ou qui sont traitées trop peu. C'est dommage, parce que du coup on se concentre beaucoup plus sur... Alors c'est normal de se concentrer beaucoup plus sur The Bride et sur Frankenstein et leur histoire de Bonnie and Clyde. Mais comme c'est une histoire de Bonnie and Clyde, on sait exactement où elle va. Donc il y a une sorte de gloubi-boulga il y a des séquences super, des idées super, mais qui mènent pas vraiment nulle part, ou à des trucs qu'on s'y attend. Et du coup il y a un sentiment en fait général de frustration peut-être, de se dire putain le film aurait pu être tellement mieux. Le film est pas mauvais, hein, j'ai quand même passé un globalement bon moment devant. Je dis, il y a des séquences où j'étais bien dedans, mais il y a une sorte de frustration, on dirait, ouais, mais je sais où ça va, et ça va nulle part, et ça, enfin voilà, c'est... Ah. En plus, Jessie Buckley, donc la fiancée, elle a une amnésie. Elle est amnésique pendant le film, mais c'est une amnésie magique, qui, des fois, on pense qu'elle découvre des trucs, alors qu'en fait, elle s'en rappelait. Et des fois elle se rappelle de trucs qu'elle devrait pas se rappeler, et des fois genre il y a des trucs qu'on pense qu'elle se souvient mais en fait elle se souvient pas, et c'est une amnésie magique. C'est une amnésie du scénario, qui fait que c'est assez peu clair en fait de qu'est-ce qu'elle sait pas, qu'est-ce qui tout ça. Il y a des trucs que Frankenstein lui raconte, où c'est... Frankenstein du coup lui invente une vie en lui disant qu'avant qu'elle meure ils étaient déjà ensemble et que tout ça. Et ce qui est pas vrai. Et elle croit à tout ce qui est dit. Sauf qu'il y a des moments où dans le jeu d'acteur, c'est fait pour nous faire comprendre qu'à ce moment-là, il y a des petits clins d'œil, il y a des trucs qui lui sont arrivés à elle quand on l'a suivie un petit peu quand elle était vivante. Et genre, truc tout bête, mais il y a un truc avec des huîtres. Il y a un moment où on voit qu'elle, quand elle est vivante, elle mange une huître, elle vomit tout de suite après, elle peut pas les huîtres. Et
Frankenstein, il y a un moment où il lui dit ouais, et puis tu raffolais des huîtres, t'adorais les huîtres, c'était trop bon. Et à ce moment-là, tu sais, il y a un plan sur elle en mode. Tu sens qu'elle doute un petit peu, et tu te dis ouais, peut-être qu'à ce moment-là, elle commence à douter de ce que lui raconte Frankenstein, et de ça, et ça va impacter leur relation et tout. En fait, non. En fait, elle le croyait toujours, et c'est un autre moment où elle va se rendre compte qu'il ment. Et ce moment de doute, en fait, c'était pas un moment de doute, en fait, elle l'a cru sur. C'était trop bizarre. C'était trop bizarre. Il y a des trucs vraiment, voilà. Et si je pourrais aller dans le jeu d'acteur aussi, j'ai trouvé que les acteurs sont très bons, hein, toujours. Mais Jessie Buckley, j'ai trouvé qu'à certains moments, ça va avec le côté possession, je pense, que c'est ça qui me dérange un peu dans le truc, mais il y a des fois j'ai trouvé qu'elle était un petit peu dans le surjeu quand même. Et ça m'a un peu dérangé. Des moments où elle était vraiment genre à fond, elle en fait des caisses, elle en fait des tonnes et tout ça. Je pense que c'est pas un problème de l'actrice, c'est plutôt un problème, quand je dis problème, c'est à prendre avec des pincettes, c'est avec des guillemets, problème de direction d'acteur, parce que il y a aussi le côté du coup possession. Et elle est possédée, et il y a des fois où elle pense par elle-même, et des fois où c'est Mary Shelley qui prend les commandes, et c'est ça. Et du coup, il y a, voilà, je pense que c'est lié à ça. Et comme l'idée de base me déplaît, c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé que c'était dans le surjeu, que ça m'a dérangé. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu too much dans ce côté-là. Je pense que si j'ai pas autant apprécié le film, c'est qu'il y a peut-être des métaphores et des choses plus, plus métaphoriques et spirituelles que j'ai pas comprises. Et c'est fort probable, donc je vous invite, si vous avez un peu plus à apporter dans les commentaires, dites-nous s'il y a des métaphores auxquelles je suis passé à côté ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à nous en faire part de votre interprétation du film. Parce que du coup moi je pense qu'il y a sûrement des trucs sur lesquels je suis passé à côté, et c'est pour ça que je pense que j'ai moins apprécié le film. Mais comme je suis... C'est probable que je sois passé à côté parce que j'étais pas à 100% dans le film tout le temps, comme je l'ai dit. L'idée de Mary Shelley qui possède, tout ça, j'ai vraiment pas adhéré à ça. Et du coup, ça a fait que j'ai eu du mal vraiment à rentrer dedans. Dans l'idée, je peux pas vous conseiller ou vous déconseiller de voir le film. C'est une sorte d'expérience un peu à vivre. Moi, je sais pas si je le reverrai. Probablement pour essayer de mieux le comprendre. Mais voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai pas passé un bon moment non plus. C'était assez barré et assez... Ouais, c'était quelque chose. Donc si ça vous intéresse, regardez-le, il n'y a pas de problème. Si ça vous intéresse pas, pour moi, je pense qu'on peut se permettre... Enfin, vous ratez pas non plus un truc extraordinaire. C'est un film qui a beaucoup divisé de toute façon, qui est resté très très longtemps en salle, très vite. Il y a beaucoup de salles qui l'ont enlevé très vite, tout ça, et c'est... Voilà, c'est un film particulier. Si ça vous intéresse et que vous voulez lui donner une chance et que vous pensez pouvoir apporter quelque chose de ça, allez-y, foncez, il n'y a pas de problème. De toute façon, encore une fois, regardez les films que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais si les trucs un peu intellectuels et barrés comme ça, dans le spirituel, avec des métaphores et tout ça, c'est un genre de film qui vous plaît moins, tout ça, vous y retrouverez pas dans celui-là. Je pense que c'est pas un film qui sera fait pour vous, pour le coup. Voilà, un peu pour The Bride, le gros morceau. Ça m'a pas conquis quoi. J'ai pas... Et le dernier film de cette petite critique, de ce petit vrac d'aujourd'hui, ce sera donc Les Rayons et les Ombres, réalisé par Xavier Giannoli et sorti le 18 mars dernier. Ça raconte l'histoire vraie de la famille Lucher pendant la guerre, qui en fait donc Jean Dujardin, le Jean Lucher, était quelqu'un d'assez important, était un directeur de journal qui était en faveur de la collaboration et qui a beaucoup fait de propagande, on va dire, sur la collaboration et tout ça. Et on suit un petit peu son histoire, comment ça l'a impacté sa vie, et notamment on voit tout ça du point de vue de sa fille Corinne, comment ça l'a impacté elle, qui a grandi là-dedans, dans la célébrité parce qu'elle était actrice et dans l'opulence que ça lui apportait, comment quand la fin de la guerre est arrivée ça les a impactés, tout ça. Voilà, et c'est une histoire vraie. J'ai pas énormément de choses à dire dessus. À la base ça devait être la critique de cette semaine, ce film là, mais j'avais pas assez de choses à dire, c'est pour ça que j'ai fait ce vrac. Le film est globalement très bien. Moi j'aime beaucoup les films historiques et la Seconde Guerre mondiale c'est une période que j'adore, que j'aime beaucoup, enfin que j'adore. Terrible de dire ça sur une période aussi sombre, mais que je trouve très intéressante. Et le film était très intéressant, était très chouette, le fait de retracer encore une fois une histoire vraie, d'être du point de vue des collabos, c'est très frontal et violent dit comme ça, mais d'être du point de vue des collabos ça change et c'est cool. Et ils en font peut-être, ils en font pas, j'ai pas trouvé qu'ils en faisaient trop dans le côté apprécier ce collabo, en fait c'était juste quelqu'un d'accompris et de tout ça. Non, il y a quand même un côté se voiler la face et tout ça, et
Et du coup c'est assez original et assez chouette de voir ce point de vue là dans un film comme ça, c'est pas habituel. Et donc c'était plutôt bien. L'histoire racontée est vraiment chouette et intéressante, on a vraiment une progression dramatique et tout ça. Mais c'était un peu long. Le film dure 3 heures, un peu plus de 3 heures, et il y a des moments où on les sent passer, les 3 heures, pour être honnête. C'était pas mauvais, c'était chouette, mais il y a des moments où... Enfin, quand je réfléchis au film comme ça, je vois pas de scènes qui pourraient être enlevées ou raccourcies. Elles ont toutes une importance dans le film, et elles sont toutes importantes. Mais dans le rythme, je pense, c'était quand même assez long. Et c'est quand même un film qui est très bien, hein. Le film est quand même très appréciable, mais voilà, un peu long. Il y a aussi beaucoup de personnages. Pour le coup, contrairement à La Maison des Femmes par exemple, là c'est un film où il y a vraiment beaucoup de personnages qu'on te présente tout le temps, et c'est fat, et c'est de ça, il faut se souvenir de quel personnage est qui. Quand il y a des fois pendant 1 heure et demie tu n'as pas revu et entendu parler du personnage, d'un seul coup il revient, t'es en mode oh putain t'es qui toi? Ah oui t'es lui. Voilà, le film t'aide pas beaucoup là-dessus. Surtout qu'il y a beaucoup de personnages qui, je vais pas dire qu'ils servent à rien, il y en a qui servent à rien, mais il y a des personnages aussi qui, un peu comme pour The Bride, n'ont pas de payoff, ils n'ont pas de conclusion à leurs arcs ou à leurs personnages, où on sait pas du coup ce qui leur arrive, on sait pas tout ça. Il y a des personnages il y a des personnages secondaires importants, secondaires plus, où on sait, il y a un moment on arrête de les voir et on ne sait jamais ce qui leur est arrivé. À la fin de la guerre, ça, on ne sait pas ce qui leur est arrivé. C'est dommage, on s'est intéressé à leur parcours, à leur histoire, à tout ça, c'est quand même un peu couillon. Et il y a beaucoup de personnages qui n'ont pas de conclusion, qui n'ont pas de ça se finit un peu en eau de boudin et tout ça, et c'est un peu terrible. Parce que c'est un peu triste parce que, évidemment qu'on est plus concentré sur les persos principaux, c'est normal. Mais il y a d'autres personnages qui ont été importants et qui ont apporté à l'histoire et faut pas sous-estimer les personnages secondaires et tertiaires dans une histoire. Ils ont des trucs à raconter aussi, ils apportent à l'histoire, ils font évoluer les personnages principaux. Et c'est dommage de ne pas avoir de conclusion pour eux et ils sont un peu délaissés par le film concrètement. Et c'est couillon, je trouve. C'est un peu couillon. Un truc que j'ai vraiment pas aimé, mais là pour le coup c'est mon appréciation personnelle. Donc là pour le coup ça vous dérangera peut-être pas, donc je peux pas le compter comme un défaut du film, mais moi ça m'a dérangé. Le film est construit en flashback, c'est-à-dire que le film commence en 48, où on retrouve donc Corinne, la fille de Jean Dujardin, qui est là, qui se fait agresser par des jeunes qu'ils l'ont reconnu, et elle décide de raconter son histoire à un magnétophone du coup. Et donc elle raconte son histoire et tout le film du coup est de son point de vue. Et donc elle est racontée du point de vue de Corinne et le film est construit en flashback. J'ai pas de problème avec ça, y a pas de souci. Mais ça me pose un peu plus de problème quand le premier truc qu'elle te dit te spoil complètement le film. Le film vraiment, quand elle commence son récit, ça fait 10 minutes à peine que le film est lancé, elle te dit eh ben mon père, il lui est arrivé ça. Et maintenant du coup on va revenir en arrière, donc quand j'étais petite on allait en vacances au lac Léman. Merde! Genre laisse-moi regarder le film, me spoil pas directement le truc intéressant qui est la fin de l'histoire de Jean Dujardin quoi. C'est le truc qu'on a envie de voir, c'est le point final culminant de ton film, tu vois, savoir est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce qu'il va pas s'en sortir, comment il va se reconstruire, est-ce qu'il a survécu à la guerre, est-ce qu'il a pas survécu à la guerre, comment ça a influencé sa vie, comment il est vu du coup par les gens autour. Et spoil ça dès le début du récit quoi. Et après tu pars sur 3 heures de récit sur lui et sur comment il a évolué comme ça. Il y a plein de trucs qui sont mis en place où tu te dis ah peut-être ça peut lui tomber sur la gueule, mais tu sais que non. Tu sais que ça, genre il y a tout un truc sur la tuberculose. Tu sais que ça va pas le... Ou en tout cas que tu le verras pas dans le film, que ça l'atteint et que ça le... Parce que tu sais la fin de son histoire au moment du film. Et pareil, il y a plein d'événements comme ça où le film essaye de mettre de la tension et du suspense, du ah là là, qu'est-ce qui va arriver à Jean Dujardin? Mais je sais ce qui va arriver à Jean Dujardin. Parce que tu me l'as dit dès le début, trou de balle. Voilà, moi c'est un truc qui m'exècre beaucoup. Quand le film te spoil. Et je trouve que le film fonctionnerait bien mieux s'il avait gardé son suspense quoi. Si on avait gardé le truc de qu'est-ce qui va arriver à Jean Dujardin, comment il va évoluer, où est-ce qu'il va finir, tout ça. C'est dommage. C'est peut-être pour ça aussi que les 3 heures m'ont paru longues. C'est que du coup il y a plein de moments où le film est vraiment... Ouais, il a de la tension, du suspense, tu sais pas où ça va. Moi je sais où ça va.
C'est... merde quoi, c'est chiant. Déjà que Corinne, on sait qu'elle va survivre à la guerre, tout ça, parce que c'est elle qui raconte. En plus, ton autre personnage principal, tu spoil comment il va finir, enfin c'est dommage. Moi, je sais pas apprécier. Il y a des films qui le font très bien, de commencer par la mort d'un personnage, ou te dire ah bah tel personnage il meurt, ou ah bah tel personnage c'est moi qui raconte l'histoire, donc on sait qu'il va rien m'arriver, tout ça, il y a des trucs, ça fonctionne très bien comme ça. Mais là, j'ai trouvé que c'était juste... ça enlève beaucoup d'émotions au film, je trouve. Et c'est dommage, c'est dommage. Et je terminerai en disant que le film se termine sur... je vais pas dire sur quoi il se termine sur du texte, comme souvent les films historiques, pour raconter certains personnages, comment ils ont fini. Corinne notamment, il y a un écriteau qui raconte la fin de sa vie, globalement. Et le tout dernier écriteau est splendide, parce que c'est vraiment juste un majeur tendu à tout le film que tu viens de voir. C'est vraiment, je vais pas vous dire ce que c'est, mais c'est genre, concrètement l'écriteau c'est genre... tu as regardé ce film pour rien. Et du coup, tu finis le film sur ça. La dernière impression que t'as du film, c'est j'ai regardé ce film pour rien. Vraiment? Quoi? Quoi? Et du coup, tu sors de la salle avec une impression de pas fini et de frustration et de... Merde. C'est con. Après 3 heures de film, t'as trouvé déjà un peu long tout ça, qu'à la fin on me dise en fait t'as regardé pour rien. Voilà, c'est des petits trucs qui sont un petit peu dommages et qui m'ont un petit peu déplu. Mais le film reste quand même très bon. Le film reste quand même très correct. Il y a quand même des scènes qui fonctionnent bien, il y a des idées qui fonctionnent bien. On voit du coup un aspect de la guerre qu'on voit relativement peu, avec du coup le point de vue des collabos. Et il y a tout un truc, du coup, comme j'ai dit, avec la tuberculose. Donc il y a aussi la maladie dans la guerre. Et ça, c'est plutôt très bien exploité et très bien traité. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Et voilà, et le film du coup fonctionne vraiment très bien, il y a des très bons trucs, mais il y a aussi des défauts qui font que je l'ai moins apprécié que j'aurais pu. Si vous aimez cette période-là de l'histoire, ça peut vraiment vous plaire, je pense, comme film, vous pouvez passer vraiment un bon moment. Si vous aimez Jean Dujardin, vous passerez un bon moment, parce que Jean Dujardin est un excellent acteur, et encore une fois il est excellent, je ne l'ai pas dit, mais tous les acteurs sont très bons, encore une fois, il n'y a pas eu de jeu d'acteur mauvais, quoi que ce soit. Et c'était vraiment, voilà, c'était vraiment très chouette, donc allez-y, je vous encourage à aller le regarder, il est quand même chouette, mais c'est pas non plus le film le plus marquant que vous verrez sur la période non plus, parce qu'il y a des petits éléments comme ça qui, en tout cas moi, m'ont un peu déplu et m'ont sorti du film, et qui ont empêché un peu que je l'apprécie à 100%. Mais si vous, c'est des éléments qui vous empêchent pas d'apprécier un film, il y a que de bonnes raisons que vous puissiez passer un super moment, quoi. Donc voilà, je vous encourage à y aller si vous le désirez. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur ces 4 films. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Comme je l'ai dit, ce petit vrac, c'est un format qui reviendra de temps en temps sur la chaîne. Quand il y aura une semaine où j'aurai pas un gros film assez fat pour en faire une grosse critique, je reviendrai sur quelques films comme ça que j'ai vus. J'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous a plu, que vous appréciez le format quand même. C'est des petites critiques un peu plus courtes où je reviens peut-être un peu moins dans le détail et dans tout ça. Mais voilà, c'est pour que ça fasse une vidéo qui soit pas trop longue non plus à l'arrivée. C'est des critiques que je peux pas faire complètes, donc forcément c'est plus court, mais j'espère que ça vous aura quand même intéressé et que c'était quand même clair. Et puis quant à moi, je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine critique. A plus!